Bienvenue dans Secrets de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet un peu stressant pour beaucoup, les questions pièges en entretien d'embauche. Un moment souvent redouté, mais potentiellement décisif. On s'appuie sur un article assez fouillé qui détaille justement les stratégies pour bien s'en sortir. L'idée ici, c'est pas juste de survivre à ces questions, hein. On veut vraiment comprendre pourquoi les recruteurs les posent. Et surtout, comment on peut retourner la situation, transformer cette tension en un avantage pour sa candidature. Donc, on va décortiquer un peu tout ça, les intentions cachées, les questions les plus fréquentes, les stratégies, des exemples concrets. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut absolument éviter de faire. Alors, pour commencer, pourquoi ces questions qui, franchement, peuvent parfois sembler un peu déstabilisantes? C'est pas juste pour le plaisir de mettre à malaise, si? Non, heureusement, ce n'est pas le but. En fait, il y a des objectifs bien précis derrière tout ça. D'abord, et c'est important, évaluer la capacité de réaction. La réaction, c'est-à-dire? Comment la personne gère l'imprévu? Est-ce qu'elle arrive à structurer sa pensée vite fait, sous pression? Est-ce qu'elle reste cohérente? Ah oui, je vois. Et ça, c'est crucial pour certains postes, tu penses bien, ceux avec des responsabilités ou en contact client. Oui, ou en gestion d'équipe, j'imagine. Exactement. La façon dont on réagit à une question un peu surprenante, ça peut donner une idée de comment on se comporterait face à une situation tendue au travail, quoi. Un client pas content, une urgence. D'accord. Donc mesurer le sang-froid et la structure. Quoi d'autre comme raison? Un deuxième point, c'est tester l'authenticité. Les recruteurs savent bien que les candidats préparent leurs réponses, c'est normal, mais ces questions un peu différentes, elles visent à, à gratter un peu le vernis pour voir la vraie personnalité, les valeurs profondes. Aller au-delà du discours préparé, en somme. C'est ça, pour évaluer si la personne va vraiment s'intégrer dans la culture de l'entreprise. L'article disait même que certains sont attentifs aux micro-réactions, au non-verbal, pour voir si ça colle. Vérifier la cohérence, quoi. Et il y avait une troisième raison majeure évoquée, non? Oui, tout à fait. C'est la mesure de l'intelligence émotionnelle. C'est un peu la capacité à gérer ses émotions et celles des autres, en gros. Une question piège, ça peut évaluer comment on réagit à une critique implicite ou à une demande d'introspection. Est-ce qu'on est capable de reconnaître ses limites sans se vexer? D'accord. Est-ce qu'on fait preuve d'humilité, par exemple en parlant d'un échec sans chercher mille excuses? C'est cette conscience de soi, cette gestion émotionnelle qui est observée. C'est beaucoup plus riche que juste piéger. Effectivement, on comprend mieux le pourquoi. Mais alors, quelles questions exactement? L'article en listait plusieurs types, il me semble. Oui, on peut les classer un peu. Alors, il y a les grands classiques sur les faiblesses, le fameux « quels sont vos principaux défauts ?» Mais attention, il y a des variantes, hein. Genre, si je demandais à vos anciens collègues sur quoi vous pourriez progresser, que diraient-ils? Ou dans quel domaine vous sentez-vous moins à l'aise? Ah oui, le fameux défaut qu'on essaie de faire passer pour une qualité. Le coup du « je suis trop perfectionniste ». L'article alertait là-dessus, non? Carrément. C'est le cliché à éviter. Le but du recruteur, c'est pas d'entendre ça. C'est d'évaluer l'honnêteté, la capacité à se regarder en face. Et surtout, de voir si le défaut mentionné est rédhibitoire pour le poste ou pas. Une vraie faiblesse, mais qu'on assume et qu'on explique gérer, c'est souvent mieux perçu qu'un faux défaut bateau. Ensuite, deuxième grande famille, les questions sur les échecs passés. Du genre, Racontez-moi une fois où vous avez vraiment échoué, ou bien quel est votre plus grand regret professionnel? Là, ce qui est intéressant, c'est pas tant l'échec lui-même. ah bon? Non, c'est la façon dont le candidat en parle. Son rapport à l'échec. Est-ce qu'il en tire des leçons? Est-ce qu'il montre de la résilience? Comment il analyse la situation après coup? C'est la capacité à apprendre et à rebondir qui compte, plus que l'erreur elle-même. Exactement. Et puis, troisième catégorie, les questions hypothétiques, complexes. Souvent des mises en situation. Par exemple, imaginez, vous découvrez qu'un collègue proche fraude sur ses notes de frais. Que faites-vous? Ou bien, votre boss vous demande de faire un truc qui vous semble pas éthique, voire illégal. Votre réaction? Ah oui, celles-là. Elles peuvent mettre mal à l'aise si on n'y a pas pensé avant. Voilà. Celle-là, elle teste le jugement, l'éthique professionnelle, la prise de décision dans des contextes un peu difficiles. Bon, ok, on a le pourquoi, on a le quoi. Maintenant, le comment. Comment on s'en sort face à ça? L'article donnait des stratégies générales, des clés?
Oui, oui. Et c'est là que ça devient concret. Une technique simple, mais souvent utile, c'est la reformulation. Reformuler. Oui, face à une question un peu floue ou qui déstabilise, prendre juste 2 secondes pour la reformuler. À voix haute ou dans sa tête, hein. Si je comprends bien, vous me demandez comment je gère une situation où mon intégrité est en jeu. Ou vous voulez savoir comment j'ai abordé un désaccord avec un collègue, c'est ça? Ça fait gagner du temps pour réfléchir et ça montre qu'on écoute. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de paraître un peu évasif si on fait ça tout le temps? C'est une bonne remarque. Faut pas que ça devienne un tic pour esquiver, bien sûr, mais utiliser à bon escient, ça montre une écoute active, un souci de bien comprendre. Et ça permet de reprendre un peu la main, en fait. Souvent, c'est plutôt bien vu, ça montre qu'on réfléchit. Une autre stratégie, qui est devenue un peu la norme pour les questions sur le comportement ou les échecs, c'est l'approche STAR. Star. Oui. Situation, tâche, action, résultat. L'article insistait pas mal là-dessus pour bien structurer sa réponse. Tu peux nous rappeler vite fait les étapes? Bien sûr, alors, situation, décrire le contexte rapidement. Tâche, quel était le défi, le problème à régler. Action, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait, les actions concrètes. Et résultat, qu'est-ce que ça a donné. Et, idéalement, une petite conclusion, qu'est-ce que j'en ai appris. C'est une bonne structure, c'est clair. Ça aide à être précis, factuel et à pas partir dans tous les sens. Mais l'article ne mettait pas en garde contre un côté un peu mécanique, un peu trop récité avec Star STARA. Si, tout à fait. Le risque existe si on l'applique de façon trop rigide, trop scolaire. La clé, c'est de s'en servir comme d'un guide, pas d'un script à lire. Il faut y mettre son vécu, un peu de ressenti, mais avec mesure, et surtout rester authentique. La structure aide, mais le fond doit rester personnel. Et enfin, une posture générale importante, c'est celle de l'apprentissage continu. Ça, c'est un fil rouge qui plaît beaucoup. L'apprentissage continue. Oui, peu importe la question, faiblesse, échec, difficulté, toujours essayer de montrer que chaque expérience, bonne ou mauvaise, c'est une occasion d'apprendre et de grandir. Transformer une faiblesse en un axe de progrès sur lequel on travaille activement. Présenter un échec comme une leçon qui a permis de développer quelque chose de nouveau. Cette mentalité de croissance, c'est très recherché. D'accord. Ces stratégies donnent un bon cadre. Pour aller plus loin dans le concret, revenons à la question sur les défauts, la fameuse. Comment l'article suggérait d'y répondre sans tomber dans les pièges qu'on a mentionnés? L'article insistait pour choisir une vraie faiblesse. Pas le coup du je suis trop perfectionniste ou trop investi. Une vraie, mais attention, une qui ne soit pas bloquante pour le poste visé. Et ensuite, ça c'est le plus important, expliquer tout de suite ce qu'on fait concrètement pour la gérer, pour s'améliorer. Tu aurais un exemple pour illustrer? Imaginons un poste où il faut être rapide. On pourrait dire quelque chose comme « J'ai une tendance naturelle à être assez méticuleux. C'est bien pour la qualité, mais j'ai remarqué que ça pouvait parfois me ralentir sur certaines tâches. Du coup, j'en ai pris conscience et j'ai mis en place des méthodes comme mieux prioriser mes tâches le matin ou utiliser des techniques de timeboxing pour trouver le bon équilibre entre efficacité et rigueur. » Ah oui, là c'est concret, c'est honnête, ça montre la prise de conscience et l'action. Voilà, ça montre qu'on se connaît et qu'on est proactif. C'est ce genre de réponse qui est valorisé. Très clair. Et pour une autre question classique, pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi? Comment on reste positif là-dessus, surtout si ça s'est mal passé? La règle d'or absolue. Jamais, jamais de négativité sur l'ancien employeur. Ni sur les collègues, ni sur l'entreprise. Même si c'était l'enfer. Ah oui, ça c'est un point clé. C'est crucial. Il faut rester factuel et surtout orienté vers l'avenir. Pourquoi on veut ce nouveau poste? Par exemple, j'ai beaucoup appris chez X, notamment sur mentionner un succès ou un domaine. Après X années, j'ai senti que j'avais atteint mes objectifs là-bas et je recherche maintenant de nouveaux défis qui me permettraient de objectifs de carrière. Et je pense sincèrement que les missions proposées ici correspondent parfaitement à cette nouvelle étape que je souhaite. C'est une façon diplomate et tournée vers le futur de présenter les choses. Bien. Et la question de projection. Où vous voyez-vous dans 5 ans? L'équilibre entre ambition et réalisme, c'est ça? C'est tout l'enjeu. Montrer de l'ambition, oui, mais une ambition qui semble réaliste et qui peut s'inscrire dans l'entreprise. Montrer aussi qu'on n'a pas les chevilles qui enflent. Une réponse possible peut-être. Mon premier objectif, c'est de vraiment maîtriser ce poste et de contribuer efficacement au projet de l'équipe.
Dans 5 ans, j'aimerais avoir développé une solide expertise dans mon domaine au sein de votre entreprise. Si les opportunités se présentent et que mes résultats sont là, bien sûr, une évolution vers plus de responsabilités, peut-être en gestion de projet ou en accompagnant de nouveaux arrivants, m'intéresserait beaucoup, tout en continuant à apprendre évidemment. Ça montre un engagement potentiel sur le long terme, sans paraître déconnecté. Exactement. C'est un équilibre à trouver. Ces exemples aident vraiment à voir comment appliquer les stratégies. Bon, on a vu comment bien faire, mais l'article devait aussi pointer les erreurs fatales, non? Les choses à ne surtout pas faire. Ah oui, il y avait quelques interdictions très claires. La première, sans grande surprise, le mensonge. Ou même juste l'exagération flagrante. Tenter de cacher un truc ou d'inventer une compétence. Voilà, ça peut sembler une bonne idée sur le coup, mais si ça se découvre, et souvent les recruteurs ont du nez pour ça, c'est fini. La confiance est brisée net, c'est rédhibitoire. L'honnêteté, même si elle demande un peu de nuance, paye toujours plus. Logique, la crédibilité avant tout. Tout à fait. Deuxième gros écueil, l'agressivité ou se mettre sur la défensive. Si une question pique un peu. C'est ça. Réagir en se braquant, en devenant presque agressif ou en se justifiant à n'en plus finir, c'est très mal perçu. Ça montre un manque de maturité, une mauvaise gestion du stress ou de la critique. Rester calme, professionnel, même si la question est difficile, c'est déjà une preuve de compétence en soi. Et le fameux point sur ne jamais critiquer son ancien employeur, ça revenait fort dans l'article sinon. Ah oui, absolument. C'est une des erreurs les plus classiques et les plus graves. Se plaindre de son ancien chef, dénigrer ses ex-collègues, critiquer l'ancienne boîte. C'est un très mauvais signal. Exactement. Le recruteur se dit immédiatement, s'il parle comme ça de son ancien employeur aujourd'hui, il parlera comme ça de nous demain. Même si l'expérience a été horrible, il faut trouver un angle neutre ou se concentrer sur ce que ça nous a appris personnellement. Donc, pour éviter tout ça, eh bien, appliquer les stratégies, la préparation en amont, c'est la clé. Comment l'article suggérait de s'y prendre pour bien se préparer? Une bonne préparation, ça change tout. Ça commence par une phase d'auto-analyse, mais vraiment sincère. Prendre le temps de réfléchir à son parcours, identifier ses vrais points forts, mais aussi ses faiblesses, ses échecs marquants, ses réussites, les situations difficiles qu'on a gérées. Et pour chaque point, préparer des exemples concrets, des petites histoires vécues. Avoir ce stock d'exemples prêt, ça évite de bafouiller ou d'inventer n'importe quoi sous la pression. L'article insistait sur l'authenticité de ces histoires. Bien se connaître soi-même avant de vouloir se présenter aux autres, ça a du sens. C'est ça. Deuxième étape très utile, la simulation d'entretien. S'entraîner. Oui, s'entraîner avec des amis, un mentor, un conseiller carrière. Leur demander de jouer le recruteur et de poser justement ces questions pièges. Et surtout, demander un feedback honnête. Est-ce que c'était clair, convaincant, trop long, pas assez? Est-ce que le non-verbal suivait? S'entraîner comme ça aide à être plus à l'aise, plus fluide et ça diminue le stress le jour J. L'article disait aussi de préparer des variantes de réponses pour pas avoir l'air de réciter. Et enfin, la préparation passe aussi par une recherche sérieuse sur l'entreprise et le poste. Ça semble évident, mais c'est important de le rappeler. Oui, comprendre la culture de l'entreprise, ses valeurs, ses défis actuels, les compétences précises attendues pour le poste. Tout ça permet d'adapter ses réponses, de montrer qu'on ne vient pas les mains dans les poches, qu'on s'est projeté. Parfois, une question piège peut même faire écho à un enjeu spécifique de l'entreprise. Très intéressant. Du coup, l'idée, c'est pas seulement d'esquiver les balles, mais c'est de voir ces questions comme des opportunités de briller un peu. Exactement. C'est vraiment le changement de regard que l'article proposait. Ne plus voir ces questions comme des menaces, mais comme des chances de montrer des qualités qu'on ne voit pas forcément sur un CV. Quand on parle d'une faiblesse, par exemple, c'est pas juste un aveu, c'est l'occasion de prouver sa capacité à s'auto-évaluer et sa volonté de s'améliorer. Expliquer ce qu'on fait concrètement pour progresser, ça transforme un point faible en preuve de dynamisme. C'est une façon de retourner la situation à son avantage. On peut dire ça. Pareil pour les questions hypothétiques, surtout celles sur l'éthique. C'est une super occasion d'exprimer ses valeurs, son intégrité, son sens des responsabilités. Et si ces valeurs correspondent à celles de l'entreprise, d'où l'intérêt de s'être renseigné avant, ça crée une connexion bien plus forte avec le recruteur. On montre quel type de professionnel on est vraiment. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça à partir de l'article, ces fameuses questions pièges, en fait, c'est moins des pièges que des invitations à se dévoiler un peu plus, au-delà des compétences pures et dures. C'est une scène pour montrer sa résilience, son intelligence émotionnelle, son authenticité, et la clé finalement, c'est une bonne préparation, l'honnêteté
et cette mentalité de toujours chercher à apprendre. C'est une excellente synthèse. En comprenant pourquoi le recruteur pose ces questions et en utilisant ces stratégies, on peut vraiment mettre en avant des qualités humaines et comportementales qui sont hyper importantes aujourd'hui. La conscience de soi, la gestion de la pression, l'intégrité, ce sont des choses précieuses qu'un simple CV peut difficilement montrer. Très bien. Et pour finir, une petite réflexion pour la route. On a vu comment répondre à une question sur une faiblesse ou un échec, mais l'article nous invite peut-être à aller plus loin. Comment, de manière subtile, sans avoir l'air d'éviter la question, on pourrait réussir à glisser une force ou une réussite pertinente justement au moment où on parle d'une faiblesse ou d'un échec. C'est un exercice d'équilibriste, mais ça pourrait être puissant. Voilà une piste à méditer pour la prochaine préparation d'entretien. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.